Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec Marc, que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer précédemment. On reste toujours sur le même sujet, sur la dématérialisation ou sur l'archivage ou des sujets qui, je pense, intéressent un certain nombre de personnes et il ne faut pas attendre le dernier moment pour s'en préoccuper. Alors, je te laisse t'introduire, Marc, hein, parce que c'est important que tout le monde entende ta douce voix. Ouais, bah écoute, merci Mickaël déjà de ton invitation. Donc moi je suis Marc Wolf, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la démat, de l'archivage, de la GED auprès d'une clientèle assez variée, plutôt française. Et depuis quelques années, j'ai créé un éditeur de logiciels qui s'appelle Strato, qui propose de l'archivage mutualisé, opéré sur cloud souverain français. Et voilà, alors pourquoi je suis invité chez toi? C'est parce que parmi ma clientèle, une grosse majorité de mes clients sont équipés d'ECC ou de S/4HANA et que du coup, on a développé une vraie expertise sur la maîtrise du document en environnement SAP. Voilà, je suis là pour en discuter avec toi ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses qui se chevauchent actuellement, dont la réforme de la facture électronique, dont les mesures sur la conformité, NIS 2, DORA sur le secteur financier, voilà, dont la plupart des réglementations qui poussent à l'auditabilité, de la conformité, voilà, et tout ça fait un peu le jeu des technologies d'archivage documentaire. Aujourd'hui, Stratos, vis-à-vis de SAP, c'est un partenaire reconnu, ou ça reste un éditeur libre qui se plug sur SAP, mais qui n'est pas reconnu officiellement comme un vrai partenaire, de sorte que quand on a un commercial de Barcelone qui nous dit travailler avec Strato. Ouais, non, mais ouais, c'est une très bonne question. Donc, bon, nous, ça marche très bien sur ça, mais on n'a pas franchi les étapes où on est dans le sales bag des commerciaux de Barcelone ou de Paris. Voilà. Donc, mais en revanche, ils sont quand même pas mal détendus là-dessus, hein. Avant, tu n'existais vraiment pas si tu n'étais pas là-dedans. Et maintenant, ils ont une attitude un peu plus pragmatique en fait, hein. C'est quand ça aide vraiment, quand le client y voit un intérêt, que ça l'aide à être conforme et tout ça. Moi, je reçois des coups de fil des commerciaux, et des sales spécialistes SAP sur l'archivage à valeur probante. Il se trouve que nous, on est certifié NF 461. On sera bientôt service qualifié européen et DAS 2. Alors, c'est un peu dur à dire, mais en gros, c'est comme la NF 461, mais à un niveau européen. Donc, ça nous permettra d'opérer dans tous les pays d'Europe, de l'Union européenne. Et globalement ce besoin d'archivage à valeur probante n'était pas forcément exigé des clients ou connu des clients dans le passé. Maintenant, il l'est. La réforme de la facture électronique pousse à une très forte piste d'audit fiable et une très forte mesure de la conformité de l'archivage des documents. Donc, du coup, c'est un vrai dopant pour notre actualité, quoi, en fait, tout simplement. Donc, du coup, sans être totalement officiel, sans être comme OpenText, par exemple, dans le sales bag des commerciaux SAP, ils nous trouvent et ils nous embarquent sur des réponses où on est plutôt en réponse directe d'ailleurs, hein, mais globalement, on complète un dispositif. C'est une des valeurs ajoutées, mais on pourrait peut-être y revenir. C'est que nous, on fait beaucoup de choses, mais on peut aussi choisir d'en faire moins. Mais nos valeurs d'expertise pour compléter des dispositifs déjà existants depuis des années dans les boîtes, hein. Plein de boîtes SAP ont du Readsoft ou du Vim. Elles n'ont pas envie de changer. Donc, par contre, elles ont bien envie d'avoir un vrai archivage qui vient remplacer le SAP Content Server. Voilà. Par rapport aux produits de SAP, tu es plutôt en concurrence ou en complément? Parce qu'aujourd'hui, on a une suite de logiciels qui concerne la conformité des documents et des déclarations qui est SAP DRC. Est-ce que tu es complémentaire ou tu dis non, non, nous, on est une offre on fait la même chose que DRC, soit plus ou moins, ou voilà, c'est de se dire par rapport à DRC, tu te positionnes comment?
Alors, pas du tout concurrent avec DRC. DRC, c'est plutôt un module qui vise à produire des documents réglementés et en respectant les différentes réglementations, notamment fiscales, des différentes régions du monde. Voilà. Donc, c'est un super module. C'est pas forcément un module très gratuit, mais c'est un super module et c'est pas du tout notre positionnement. Nous, on se colle derrière DRC. Avant la diffusion PDP, il faut dire plateforme agréée maintenant, avant la diffusion plateforme agréée de SAP, si SAP est retenu par votre entreprise pour le faire. Et puis pareil, en réception, on réceptionne au cul de la PDP les flux de factures fournisseurs, on les archive directement, on les connecte aux bonnes transactions SAP et peu importe le workflow de validation qui est adopté, celui-ci interagit avec les documents que nous avons sécurisés. Et puis, d'une manière plus large, on archive tout type de documents, pas que les factures, hein, donc des contrats signés en électronique, des ordres de fabrication, des dossiers qualité, enfin, il y a tout un tas de types de documents qui ont un intérêt pour la prise de décision dans SAP, qui sont parfois reçus de l'extérieur, parfois générés par SAP, et que nous, on sait acquérir, capter, sécuriser, verser dans une timeline chronologique et dans une piste d'audit, en fait. Et on en assure la pleine conformité, car non seulement on enregistre qui nous l'a versé et quand, mais aussi on protège l'intégrité du document. Et il faut bien voir ça en tête, notamment si je reviens sur la facture électronique, les formats changent, hein, fini la facture papier, fini le PDF, qui étaient quand même des documents assez difficiles à contrefaire, alors que l'XML, tu sais très bien ce que c'est un XML, Michael, c'est un notepad, tu peux le changer. Donc nous, il est important que sur ce type de fichiers, quand on les enregistre dans notre archivage, on puisse garantir qu'il n'a pas du tout été touché à partir du moment où il est versé, quoi, en fait. Et c'est ça, cette conformité documentaire qui est attendue par la piste d'audit fiable. En tout cas, la piste d'audit fiable regroupe un plus large champ, mais ce champ-là, il faut le sécuriser et on le sécurise avec de l'archivage certifié NF 461. Est-ce que tes solutions permettent aussi de faire l'économie des fois de ce qu'on appelle du content server de SAP? Typiquement, je suis dans une commande d'achat, le fameux GOS, quand on ajoute un document, quand je suis sur une commande client, je veux ajouter le devis, je clique sur le petit bouton ou maintenant sur Fiori, parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a ECC, il y a le on-prem, SAP pousse pour le cloud et de toute façon, le on-prem va mourir, il faut se le dire, hein. On sera sur du cloud privé ou du cloud public. Donc tout ça, j'ai juste à plugger alors typiquement sur du cloud public. Pendant le cas de figure, je suis sur un cloud public. Ouais, alors, comme tu le dis, hein, nous on est très à l'aise avec S4HANA, mais la réalité c'est que le gros de la population c'est ECC quand même, hein. Faut le dire. La trajectoire est cloud, mais voilà. Le SAP Content Server, tu as déjà fait une installation de SAP depuis le début. C'est un module externe auquel tu as droit, que tu installes et qui te permet de créer une relation entre les documents et les transactions. Dans les faits, nous, on a plusieurs méthodes pour jouer avec. Soit il est installé et on va détourner le file system vers lequel il pointe pour pointer sur l'archivage Strato. Soit on a des scénarios où on se branche en archive link directement, donc le vieux protocole, hein, qui lui aussi perdure et qui souvent est encapsulé dans un truc, un Capro ou un GOS, plus joli. Des choses plus jolies, ouais. Voilà. DRC, par exemple, le fameux e-document que vous allez tous découvrir prochainement. Et voilà. Et le but, c'est d'utiliser ce que ça peut permettre de faire facilement, c'est-à-dire le contexte dans la transaction, l'appel au document, sans doublonner le stockage du document. Voilà. Il y a un autre truc, c'est que SAP Content Server, c'était pas un archivage, c'était vraiment un stockage documentaire. Alors c'est pas mal fait, mais c'est pas la même sécurité que l'archivage. Et voilà. Donc nous, pour être clair, on le chinte, on l'utilise pour ce qu'il a de proximité,
ou on utilise directement Archive Link et on envoie les documents dans l'archivage. Alors, nous, on archive sur Cloud Souverain Français, sur 3 sites en France. Enfin, pour l'instant, 3 sites et on sera sur 5 sites dans pas très longtemps. Marseille, Lyon, Gravelines à l'heure actuelle. Et puis, on rajoute un autre site à Marseille et un site à Bordeaux prochainement. Pourquoi on foisonne ça? Parce que il y a l'obsession d'un opérateur d'archivage, c'est la sécurité, quoi, en fait. Et dans la sécurité, il y a notamment les plans de continuité d'activité, il y a la capacité de résilience informatique. Comme on est opérateur, on est plus que d'autres soumis à NIS2 et il faut qu'on soit super endurant. Il y a sur la pyramide de Maslow de la digitalisation, la brique de base, c'est la sécurité, quoi, en fait. Donc, nous, on mutualise des millions d'archives sur nos serveurs pour des dizaines de clients. Mais ce job, il faut vraiment le faire avec une très grande probité. Et dans les scénarios qu'on a sur SAP, on a ces scénarios où on est plugué en général à un ECC. On commence par un flux qui est facture fournisseur ou facture client, et puis progressivement, on récupère les autres flux. Il y a des routines SAP qui permettent de parser le SAP Content Server et de lui réindiquer le nouvel endroit où il faut archiver chez nous. Et ça devient très efficace. Après, SAP Content Server, il y a un petit truc. Tu mentionnais Cloud, Rise et S4HANA. Ça devient assez coûteux en cloud public pour quelque chose qui est un peu moyen. Donc, tu as des consommations au giga qui sont assez vite atteintes. Voilà. Et alors, je vais faire ma pub, mais globalement, pourquoi payer plus pour avoir un simple stockage quand tu peux avoir un archivage à valeur probante, quoi, en fait. Donc, on se positionne là-dessus, évidemment. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est quand même donc une approche avec, comme tu l'as dit, la même chose, voire plus. Alors, pour reprendre un slogan, c'est le prix, c'est plus et moins cher. Ouais. Bon, alors, du coup, je peux pas vraiment dire moins cher par rapport à l'ancien SAP Content Server sur on-prem ou machin, dont je maîtrise pas le coût d'infra. Donc, voilà. Donc, ça, je vais pas. Maintenant, voilà, on va dire que. Je vais pas aller là-dessus, mais sur la cible du futur, oui. Et puis, encore une fois, le cahier des charges n'a rien à voir. Chez nous, un document est triplé en stockage, il est chiffré de bout en bout, et des calculs d'empreintes dans tous les sens. Il y a. Enfin, voilà, c'est pas du tout le même cahier des charges, quoi. On peut vraiment assurer une parfaite résilience de la conservation du document et sa conformité. Dans un SAP Content Server, la conformité, elle est que par la confiance que tu as dans tes informaticiens, en fait. Globalement. Là, on a parlé, donc là, je dépose. Mais d'un autre côté, on va te dire, sans rentrer dans la technique, et ce n'est pas le but, c'est l'accessibilité par rapport via une app ou l'envoi d'un email ou dans lequel je voudrais récupérer, comme on pouvait le faire avec le DMS. Tu dis, est-ce que j'appelle les mêmes fonctions que le Archive Link pour encapsuler, par exemple, récupère-moi, par exemple, le devis qui se trouvait dans la commande, qui est redescendu dans la facture pour envoyer tout ça à mon client. Alors là, merci. Tu me donnes un plateau d'argent pour me introduire le truc. C'est encore plus facile, en fait. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de conserver toute la proximité SAP, qu'elle soit dans un GUI, dans un Fiori, et maintenant dans le futur, dans des applications qu'on ne connaît pas encore, qui seront joignables par BTP. Mais globalement, on essaye de garder toute la richesse transactionnelle ou data de SAP, et en y ajoutant des portes de réutilisation plus web, plus simple à déployer. Et voilà. Donc, du coup, notre archivage est joignable, bien sûr, en priorité de tous les modules SAP, mais par ailleurs, on peut faire des tonnes de façons de le joindre via des extranets, via des apps mobiles, via ce que tu veux. Et si tu as l'envie ou la capacité de les faire via BTP, c'est encore mieux. Comme ça, tu profites de l'environnement fédéré du futur, très clairement. Mais très concrètement, je vais prendre un exemple. Nous, dans Strato, on a aussi des modules de purchase to pay.
Ils sont en dehors de SAP, c'est pas comme Vim ou Readsoft, mais ils sont web nativement, et ça permet de faire quoi? Ça permet de faire des portails pour les fournisseurs, où les fournisseurs obtiennent un accès gratuit, sécurisé à un extranet, où ils peuvent voir en totale autonomie leur stock de factures déposées chez leurs clients, et ils peuvent voir le statut de validation ou de rejet des factures. Bah, du coup, c'est tout bête, mais c'est comme ouvrir une fenêtre sur de la data SAP sans ouvrir SAP. C'est nous qui nous tapons les agressions extérieures. Et donc, dans les faits, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de diminuer drastiquement l'incompréhension des fournisseurs vis-à-vis de leurs clients. Ça permet de diminuer le nombre d'appels téléphoniques ou d'emails pour savoir elles sont où mes factures. Si tu veux savoir, bah, tu te connectes sur le site web et tu as une vision fédérée, claire, de documents qui sont archivés chez nous et de data qui viennent de SAP, sans avoir un accès direct à SAP. Donc, tu vois, il y a des use cases comme ça à faire qui soulagent grandement la DV ou la compta fournisseur. Question qui est aussi pertinente. Les consultants connaissent Strato ou pas? Ah bah, ils connaissent de plus en plus, mais non, on existe depuis 8 ans. Enfin, la société existe depuis 12, mais elle vendait autre chose avant qu'elle a revendu. Et voilà. Et depuis 8 ans, bah, on fait progresser la connaissance notamment auprès de l'écosystème d'intégration SAP. Hein. Voilà. On vient, par exemple, de communiquer sur une réussite qu'on a fait avec un intégrateur qui s'appelle Argos, un de tes confrères, mais on a des réalisations avec pas mal d'intégrateurs divers et variés. Alors, tu sais comme moi qu'il y a de moins en moins de petits intégrateurs, hein, il y a de plus en plus de concentration, mais voilà. Alors, sur la question sur est-ce que c'est similaire au Ariba Supplier Network, alors, on va rester à notre place. Hein. On fait moins de choses qu'Ariba. Simplement, on est aussi beaucoup plus simple à déployer et à entretenir. On ne fait pas tout ce qui est gestion des fournisseurs, appel d'offres, tout ça. C'est pas la même portée. En revanche, sur l'aspect animation de la relation fournisseur sur commande, réception, facture, on est, on rend le même service concrètement. Ouais. Mais beaucoup plus simplement, parce que moi j'utilise Ariba pour certains de mes clients, enfin où je suis fournisseur, usine à gaz quoi en fait. Hein. Je dis pas que ça marche pas, hein, mais je dis juste que c'est à régler, ça doit pas être si simple parce que on voit bien les interfaces sont rarement facilement intelligibles. Alors, il faut surtout s'imaginer qu'Ariba n'est pas un produit à la base SAP, c'est le fruit d'un rachat. Oui. Donc, c'est comme Concur, c'est Fieldglass et d'autres outils. Après, Ariba, c'est une plateforme de networking avec les fournisseurs, avec une intégration dans un système SAP, donc pour dématérialiser sa relation avec son fournisseur. Donc, c'est un gain de temps, les fournisseurs peuvent s'enregistrer, on passe des commandes, ils peuvent les confirmer, mettre les informations. Donc, c'est vraiment une vraie plateforme d'échange avec les fournisseurs. Soit les fournisseurs peuvent se connecter à SAP et on va être plutôt sur de l'échange de fichiers type EDI, ou bien on peut aussi avoir une intégration via Ariba. Bon, fut un temps, on pouvait avoir les portails XI qui faisaient la même chose, hein, c'était du SRM. Hein. Donc, ils ont juste, réinventé la roue avec une présentation qui est différente. Alors, à se dire après, oui, Ariba est un outil qui aussi n'est pas donné. Il ne faut pas aussi penser que c'est gratuit. Donc, ça représente aussi toujours pour n'importe quel DSI de se dire demain, moi, je veux un Ariba. Je peux avoir un Ariba simple et je peux avoir après différents types d'Ariba. C'est pareil, sur du cloud public, on a la solution Ariba. Je crois qu'on avait Vim et tu as parlé de Vim tout à l'heure, mais je pense que SAP est en train de se réapproprier. Ouais, SIM. Ouais. SIM. Voilà, donc nous, on fait du SIM, on ne fait plus du Vim. Moi, je fais des implémentations SIM. Donc voilà, il y a aussi des modèles qui changent. Ouais, en fait, ce qui est, la question est très bonne, hein, merci de l'avoir posée, mais je pense que en fait, la réponse est plus complexe que celle que j'ai fait en premier lieu. Nous,
sur l'archivage à valeur probante des documents, on a peu de confrères compétiteurs et sur SAP, on n'en a vraiment pas beaucoup. Okay, donc, sur cette fonctionnalité pure qui est conserver les documents en NF 461 pour SAP, on est un des rares opérateurs à avoir l'expérience des connecteurs RFC ou API avec SAP et qui respectent Archive Link et qui connaissent le SAP Content Server. En revanche, sur les modules complémentaires que l'on propose, création de bons de commande, enrôlement de fournisseurs, gestion, validation de la facture fournisseur, oui, là, on a plein de compétiteurs, confrères, machin. On a cité ceux qui étaient basés sur ce SAP Business Workflow, hein, mais on peut aussi citer Coupa, Ariba, enfin, il y en a plein, hein, en fait, hein, Evalua dans certains cas. Voilà. Donc là-dessus, j'irai pas dire c'est mieux, c'est moins bien, c'est différent. En revanche, je vais reprendre un des points une des dimensions que tu as sorti, Michael, hein, qui est le coût de revient. Ben, Ariba, mine de rien, si vous n'êtes pas un très grand compte, c'est compliqué en termes de coût de possession à déployer et à entretenir. Bah, alors que si tu as S4ANA et que tu fais SIM pour valider les factures fournisseurs, que tu utilises le standard pour créer les bons de commande, bah, tu as déjà une bonne partie de ce qu'il faut pour répondre à un purchase to pay à peu près classique. Si tu rajoutes Strato pour faire l'archivage, ben, tu es complet. Voilà. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. D'ailleurs, dans nos clients, on a assez peu de CAC 40, on a plutôt des ETI et des grosses PME. Donc, des gens qui ont ECC ou S4, qui ont parfois des flux importants, mais qui n'ont pas forcément les budgets d'un EDF, quoi. Enfin, voilà. Oui, non, tu soulignes un point qui est important, c'est les entreprises, lorsqu'on fait, alors soit sur un new name, ou on va plutôt parler dans ce cas-là du SME, hein, donc le middle market pour SAP. Une entreprise, elle, va être tout de suite dans cette logique-là, tu l'as dit, de coût, c'est de se dire, OK, je vais regarder sur ma volumétrie combien j'ai de factures. Si tout de suite l'approche, c'est de se dire, alors, si vous avez entre 1 million et 2 millions de factures, ça va être tant. Si vous avez plus de 2 millions, ça va être tant. C'est vrai que là, ça oblige tout de suite à faire des calculs. Là, c'est, alors, pas simple, mais bon, on peut le faire. Mais c'est aussi ça, de se dire, ah oui, mais si je veux du SIM, c'est une licence additionnelle. Voilà, donc c'est des fois ce qu'on peut peut-être reprocher à SAP, c'est se dire, bah oui, l'outil en soi, il est très bien, mais bah tiens, je veux ça en plus. Bah, comme pour une voiture, je vais vous dire, c'est un peu le même principe. Le prix, il va être agressif sur la base, sauf qu'après, si vous voulez mettre des options, c'est là qu'on… Alors qu'il faut bien que tout le monde gagne son argent, hein, et SAP gagne très bien sur ce point-là. Donc, c'est là, il faut être un peu disruptif, hein, quand on est DSI, de se dire, est-ce que je peux m'équiper d'un paysage applicatif sans pour autant que ça soit à ce qu'on revenait avant, hein, c'est-à-dire 50 logiciels qui se pluguent sur SAP, et de se dire, demain, il me faudra 50 personnes pour les maintenir. Alors, c'est une autre chose aussi. Dans un coût total de possession, quand tu utilises un SaaS, nous, on est un éditeur, opérateur software as a service, modestement, on s'est dit, qu'est-ce qui ferait que nos clients, sur des activités de très longue durée comme l'archivage, parce qu'on part en général pour 10 ans d'archivage d'un flux, hein, donc tu imagines que si tu es client 10 ans, bah, tu as 20 ans d'archives chez nous. Et bien du coup, comment on fait pour sécuriser nos clients? Ben, on a choisi un truc assez disruptif, c'est qu'on s'engage sur des prix unitaires stables sur 10 ans, donc par contrat. Donc, il n'y a pas de remise en cause du coût unitaire du stockage et de l'archivage chez nous. Il est garanti par contrat. Par ailleurs, comme on est certifié, on a une réversibilité totale. Donc, chaque client chez nous peut partir à la date anniversaire et il peut récupérer l'ensemble de ses datas et ses documents réexportés avant destruction sur nos serveurs. Donc, et une dernière chose, malgré tout le brouhaha qu'on a sur l'IA et tout ça, nous, on va mettre de l'IA pour le service exclusif de nos clients, mais dans les faits, les documents de nos clients ne servent qu'à nos clients. Aucune mutualisation, aucun apprentissage sur les documents des autres. Quand on mettra des services à valeur ajoutée d'IA, ils seront compartimentés client par client sur exclusivement
leurs documents au service de leur activité. Aucune chose comme WeTransfer a fait là avec les CGV où ils t'expliquent que tes documents ne sont pas à toi, ils sont à l'apprentissage de leur moteur IA. Donc, voilà, des choses qui peuvent être assez claires. Je pense que la deuxième génération, la deuxième vague des éditeurs, opérateurs SaaS doivent proposer, sans qu'on leur demande, des choses qui rassurent les clients. Et parmi les choses qui rassurent les clients, une stabilité des prix, une très bonne qualité de service et une capacité à repartir quand on le désire. Voilà. Donc, nous, c'est notre pari. Et dès le premier rendez-vous avec nos prospects et clients, on mentionne que notre ambition avec eux, c'est de les satisfaire et d'obtenir l'archivage de tous leurs flux à archiver. Mais ils ne sont pas obligés de nous les donner en premier lieu. Ils commencent par un premier flux et puis ils sont satisfaits, ils nous achètent un module complémentaire, un autre flux. Voilà. Donc nos prix unitaires restent stables. C'est notre espérance de volume qui fait que notre loyer augmente. Voilà. Tu as évoqué le point sur l'IA. Alors, je vais faire volontairement l'avocat du diable ou le cordide. Si tu mets une IA et qu'elle fait rien, elle fait quoi ton IA? Parce que pour moi, typiquement, si j'ai une IA, limite, j'ai envie qu'elle lise les documents parce que je peux après l'interroger, lui dire, bah tiens, peux-tu me trier tous les documents avec ça? Et c'est vrai que si elle accède aux documents, c'est plus facile. C'est comme dire j'allais dire à un aveugle de te décrire quelque chose et dire, donne-moi le bon chemin. Alors, l'IA chez nous, comme chez beaucoup, c'est un sujet d'investigation. Et au-delà de l'investigation, l'IA, on va s'en servir en premier lieu pour remplacer le moteur OCR, parce qu'on a encore des PDF qui arrivent, on a encore du papier qui est scanné. Donc là, actuellement, on achète l'OCR à l'extérieur. On va terminer notre dernière commande d'OCR et on va faire tourner un OCR spécialisé facture qu'on aura calibré nous-mêmes et qui sera disponible pour tous nos clients. Mais tu as bien compris que l'arrivée de la facture électronique, on n'aura plus besoin de faire d'OCR, vu qu'il n'y aura que de l'XML à parser. Donc ça, c'est quelque chose de très tactique qui nous permet à nous de réduire notre coût et donc d'être plus attractif pour nos clients. C'est un premier lieu. Je n'ai pas dit que sur le reste des documents archivés, je n'allais pas faire d'IA. J'ai juste dit que je ne fais pas d'IA où je mélange les documents de tous mes clients pour donner une valeur ajoutée X ou Y à d'autres personnes. Je dis juste que l'IA qu'on déploiera pour améliorer la réutilisation des archives sera disponible client par client et uniquement sur leur documentation à eux. Donc, on mélange pas, on n'éduque pas une IA à nous sur l'ensemble des documents des clients. On éduque notre IA par nous-mêmes et on la rendra disponible silo par silo de nos clients avec leurs documents à eux. Libre à eux de l'utiliser ou pas. Globalement, pour l'instant, on nous paye pour sécuriser des documents et une conformité. Mais peut-être que dans le futur, certains de nos clients voudront générer des attestations, générer des concaténations de documents qu'ils ne peuvent pas connaître à l'avance. Et l'IA les aidera à faire ça. Je ne sais pas, par exemple, le résumé de l'année d'une relation commerciale avec un fournisseur, reprenant tous les documents, avec notre IA et notre archivage, ce sera facile de demander ça en un simple prompt et d'obtenir un document fédéré là-dessus. Alors, je parle de quelque chose comme si c'était déjà fait. Ça, c'est pas encore fait. Ça arrive. Mais globalement, c'est ce type d'usage qu'on anticipe. Voilà. Et pour l'instant, aucun client nous le demande. On anticipe des fonctionnalités en attendant que des clients véritablement aient envie de nous demander ça. Oui, non, mais j'essaie de l'appliquer. Moi, j'ai Gemini AI et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai plugué sur mon Drive. Et c'est vrai que je lui dis plein de fois, bah tiens, j'aimerais que tu me classes parce que c'est un travail juste monstrueux quand tu as des 1 Tera de données, à te dire, bon, bah, c'est le fouillis de tous mes répertoires, les fichiers en double, est-ce que j'ai des fichiers morts, en gros, voilà, ils sont en Word de 97, en gros, inutilisables. Aujourd'hui, c'est vrai que alors peut-être que chaque fois, hein, mais pour pouvoir être demain, c'est de répondre maintenant aux questions des clients qui vont avoir dans 2 ans. Sinon, ton IA ne sera pas prête.
Ouais, c'est exactement ça. Et après, bah, c'est toujours un peu la même chose. Euh, Nous, on a un réflexe assez souverain depuis l'origine, même avant que ce soit à la mode. Alors, ça ne nous a pas fait gagner des clients dans les premières années de la société. Même les prospects disaient, mais pourquoi vous ne voulez pas être sur Azure ou sur AWS ou machin? Bah, moi, je ne me sentais pas d'avoir la discussion avec les clients sur la confidentialité des documents, quoi, en fait. Cloud Act et Patriot Act, j'avais lu les textes, je trouvais ça assez vaseux, assez risqué pour tout dire. Donc, j'ai demandé à mon équipe technique si c'était plus dangereux, moins facile, plus coûteux de faire ça sur des hébergeurs français sans lien avec les Américains. Et en fait, on a pris ce parti pris avant que ce soit à la mode. Alors maintenant, on est à peu près content que ce soit un sujet pour beaucoup d'entreprises, mais dans les faits, c'est un sujet de discussion, c'est pas encore un sujet d'achat prioritaire. Voilà, la plupart des ECC ou des S/4HANA, hein, quand ils passent sur cloud, ils passent sur les hyperscalers. Hein. Donc, on voit bien que c'est en cours de changement dans l'état d'esprit des gens. Mais voilà. Nous, en tout cas, on ne voulait pas avoir cette discussion sur les documents. Et voilà. Mais on peut avoir d'autres discussions. Hein. Tu vois, actuellement, la cybersécu, c'est quand même un gros dossier. Sans parler des ransomware, des cryptologues, il y a aussi les vols massifs de documents ou de data. Alors nous, on n'est pas magique, hein, on ne sécurise pas les data. Voilà, ça c'est SAP, c'est DataWare et tout ça. Par contre, les documents, comme tu nous les confies, eh ben, on les sécurise. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ils sont tous chiffrés. Il y a des aspects de monitoring de l'activité des gens qui consultent les documents. Quand on voit qu'il y a quand certains essaient de downloader plus que d'habitude des documents pour les ouvrir, bah, ça fait des alertes, voire ça suspend des comptes. Enfin, voilà, il y a des méthodes pour prévenir les vols massifs de données et de documents. Et essayer comment dire, de militer pour ça. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a beaucoup d'entreprises qui font un peu n'importe quoi là-dessus, qui mettent dans des file systems Windows, des G2 points, qui mettent ça dans des OneDrive, des Google Drive, où c'est pas monitoré, où c'est pas. Voilà. Donc, quelque part, nous, comme tout SAE NF 461, quand tu nous confies un document, on sait qui le met, on sait quel type de document, on sait combien de temps on va devoir le conserver, et il est plus effaçable. En tout cas, il est plus effaçable par mégarde. Okay, il n'est pas corruptible par mégarde. Si tu veux l'effacer absolument, il faut nous motiver ça par une demande spécifique auprès de nous, et c'est un job, et ce job va laisser des traces dans la table de la pièce d'audit fiable. D'accord. Avant de répondre à Sarah, dans la brique qui se trouve, moi, j'ai plutôt parlé dans la business suite, est-ce que c'est une intégration, on va dire, externe? C'est-à-dire que tu vas parler de monitorage. Ça m'oblige toujours à sortir de SAP pour monitorer les activités sur le content server de Strato. C'est-à-dire que, par exemple, je veux savoir la volumétrie, le nombre de fichiers, leur catégorie. Est-ce qu'il y a eu des rapports d'incidents sur ce qui peut arriver, hein, une mauvaise encapsulation du document, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand typiquement j'ai dans SAP, est-ce que je vais avoir une information dans SAP et une autre dans une application tiers pour monitorer tout ça, une S-log qui me permet de dire ah bah tiens, le document a été mal encrypté. L'inverse est vrai. Est-ce que un utilisateur lambda, comment je peux accéder à ce document? Est-ce que c'est facile? Est-ce que j'ai une clé d'encryptage? Voilà, c'est au quotidien pour un utilisateur. Comment ça se passe? Alors, je vais revenir. Je suis pas capable de répondre. Je suis pas technique comme toi, Michael. Je suis pas capable de répondre à l'entièreté des détails de ta question. Nous, bien sûr, on a tout un suivi de prod, d'insertion, de est-ce que ça s'est bien chiffré, est-ce que la SHA qu'on a stocké sur le serveur A est pareil que le serveur B, que le serveur C, sur les 3 data centers différents. On a tout un tel calcul de cohérence qui nous est imposé par la norme. Qu'on respecte, qu'on trace, et voilà. Donc tout ça, c'est assuré parfaitement chez nous. Après, quel est le niveau d'accès à ces logs pour les utilisateurs SAP à travers SAP?
je pense, assez faible, mais le super admin chez notre client, il a accès à des tableaux là-dessus. Et puis, s'il demande du reporting plus poussé, on peut lui générer, lui pousser du reporting plus complet. Ta question était longue, je ne suis pas sûr de répondre à tous les aspects de ta question, mais globalement, l'idée que vous devez retenir, c'est que toute la saveur et la facilité d'avoir des documents visibles depuis Fiori ou GUI, ou ce qu'on ne connaît pas encore, qui seront des applications connectées par BTP, on va le conserver. Et on conserve les logiques SAP pour ça. En revanche, la sécurité du document lui-même, là où il est retenu, là où il est conservé, là où il est sécurisé, c'est chez nous. Okay. Donc après, que ce soit en get ou que ce soit en dépose, en versement, on respecte les façons de faire ça pour pouvoir rendre ça le plus facilement disponible à. Ok. Si maintenant, voilà, question de Sarah, si un client demande une concaténation de leurs documents, à qui appartiendra le nouveau document? Le client pourra-t-il partager le nouveau document à l'externe? Échange fournisseur à partager avec un cabinet d'avocats. Alors, par définition, tous les documents qui soient versés ou générés par la plateforme dans un cadre d'un client appartiennent au client. Nous, on n'a aucun droit de regard dessus. D'ailleurs, on n'ouvre pas les documents, on s'en fiche. Évidemment, quand il y a une concaténation, une génération de nouveaux documents, bah, quelque part, on a une brique serveur qui fait ça, hein, mais on ne regarde pas les documents des clients, premièrement. Deuxièmement, la propriété est exclusivement celle du client. Après, ce qui est choisi d'en faire en diffusion d'accès, il a un rôle de super admin, il peut inviter, il peut diffuser, il peut copier et diffuser, il peut créer, s'il y a un extranet Strato, il peut créer un rôle pour un visualiseur tiers pour qu'il puisse venir voir le document. Mais ce n'est pas notre main, en fait. On lui donne les outils pour, c'est à lui de gérer les choses. Et je le redis, les documents qui nous sont confiés ou qui sont générés par notre plateforme le sont uniquement dans le cadre de l'utilisation de notre client. Je vais te poser une question dans ce cas-là aussi. Je suis dans SAP, j'ai ajouté un document sensible et que ça atterrit dans le content server Strato. Est-ce qu'une personne pourrait éventuellement supprimer par erreur ce document-là? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, non. Alors, dans le content server, tu as une commande qui te permet de demander la suppression d'un document. Cette commande n'est pas installée chez nous parce que nous, on a d'autres mécanismes de gestion de la suppression et on ne peut pas se permettre qu'un truc mal réglé ailleurs vienne à ébranler nos collections documentaires chez nous. D'accord. Donc, cette gestion-là est prévue et doit être réglée et discutée avec le client. Et on ne peut pas permettre qu'un truc externe déclenche un acte de suppression chez nous. D'accord. En revanche, oui, il y a des mécanismes où on peut permettre de le rendre non visible. D'accord. Sachant que dans SAP, tu peux très bien retourner sur ton document et le supprimer à partir de SAP. Donc, ça purge là ou ça te le met dans une sorte d'archivage? Alors, ça, c'est à régler finement là-dessus. On peut faire différents types de réglages là-dessus et c'est à déterminer avec le client. Mais ça, on parle vraiment d'un truc qui n'arrive pas très souvent, en fait, hein, dans les faits. Hein, on ajoute plus qu'on supprime, mais… Voilà. Mais l'idée, c'est que nous, quand quelque chose est versé chez nous, il est sécurisé. Après, on peut choisir de le rendre non mobilisable, mais à l'exception des purges, à la fin de la durée de rétention des documents ou lors de la réversibilité, on utilise rarement la purge. Okay. Une autre question de William. Est-ce que c'est une solution qu'on peut cloisonner pour qu'il ne soit accessible que dans l'intranet de l'entreprise? Faites ce que vous voulez. Enfin, vous nous faites faire ce que vous avez besoin d'avoir. Globalement, je vais te prendre un exemple. Sur donc nous, on a à peu près 50% de clients SAP. La plupart nous ont fait faire du purchase to pay et de l'archivage. Et voilà. Il y en a à peu près 70% qui ont choisi de déployer l'extranet fournisseur
avec la fameuse visualisation de l'encours des factures. Et on a 30% qui ont choisi de ne pas le faire. Et on peut très bien choisir d'interroger les documents archivés depuis un intranet, un extranet ou simplement SAP. Ça, c'est les choix que vous avez à faire, à exprimer auprès de notre équipe. Et en fonction, on raccorde ou on déraccorde ce qui a besoin d'être fait. Donc oui, bien sûr, ça peut être limité à l'intranet d'une entreprise. Nous, on a nos propres pages web toutes faites, qu'on peut adapter au look and feel et au logo de nos clients. Mais dans les faits, si un client veut qu'on soit un widget dans son intranet, c'est possible. Simplement, il y a un peu d'intégration parce qu'il faut quand même qu'on gère l'identification des utilisateurs, les droits, une connexion avec les droits de l'intranet. Donc, rien d'impossible, mais c'est un projet. Tu l'as évoqué, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de coûts. Maintenant, on se dit de durée. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un projet, qu'importe, que ce soit une conversion, un new name, j'implémente ma solution SAP et je me dis, tiens, je veux prendre les solutions de Strato. Oui. C'est nécessairement que des consultants Strato. Les consultants SAP, est-ce que tu en as besoin? Comment se constitue l'équipe? Est-ce que c'est chacun dans son coin ou il y a une collaboration avec les consultants SAP? Voilà. Comment s'insèrent les équipes de Strato dans un projet fort, cloud, ERP, on-premise, ce que tu veux? Ok. Alors, il y a de toute façon forcément une discussion avec l'équipe SAP, parce que ne serait-ce que pour mettre en place le tunnel VPN, pour comprendre ce qui a été fait, pour comprendre les méthodes qui privilégient et tout ça. Donc, il y a forcément du travail pour l'intégrateur SAP ou l'équipe présente qui maintient techniquement le SAP. Plus Ça, les architectes techniques, c'est pas forcément des fonctionnels. Non, ce n'est pas forcément des fonctionnels. Après, quand c'est de l'archivage, il y a peu de fonctionnels réellement à faire. Et donc, les projets sont assez courts, entre une semaine et un mois, en fonction du nombre de collections documentaires et de la complexité, s'il y a une reprise d'existant. Voilà. En revanche, dès lors qu'on touche à du purchase to pay, alors là, le connecteur est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus, il y a la compta gênée et analytique et comment on récupère les bons de commande et quels sont les workflows de validation. Il y a beaucoup plus de travail à fournir. Dans ce cas-là, la durée de mise en place est beaucoup plus longue. Il faut compter entre 3 et 4 mois. Ce qui n'est pas très long, techniquement parlant, mais qu'il faut faire. Et là, notre coût est plutôt lié au design et au paramétrage de la solution. Le coût d'accompagnement des consultants SAP est plutôt sur, nous ouvrir les bonnes portes, fonctionnellement faire en sorte qu'on applique les bons workflows que le client veut. Voilà, donc ça demande, c'est plus exigeant en termes de projet, c'est un peu plus long aussi, mais c'est plus riche aussi fonctionnellement. Alors on va répondre dans ce cas-là à la question de William. La solution semble être assez liée à SAP, parce qu'on est plus dans une interview avec un consultant SAP. Désolé William de prêcher plutôt pour ce qui me donne à manger tous les jours. J'ai plus laissé dans ce cas-là Marc répondre, mais non, ils ne sont pas que SAP. Alors là, comme tu le disais, pour moi, Michael, SAP. Donc, j'axe beaucoup sur ça. Et ça va bien parce que c'est déjà la moitié de nos clients. Mais par ailleurs, l'archivage, nous, on le fait avec tout et n'importe quoi. Donc, on le fait au cul de scanner de Xerox, par exemple, Xerox BPO en France. On le fait de plus en plus au cul des plateformes éditiques. Donc, pour archiver le sortant, et ce sortant ne vient pas forcément de SAP. Ça peut venir d'un CRM, ça peut venir d'un outil spécifique, ça peut venir de n'importe quoi. Il se trouve qu'on a un historique, on a beaucoup de RP connectés avec Strato, dont beaucoup de SAP, mais on fait aussi du 100, du 1000, du X3 chez Sage. Du Odoo, non, tu fais aussi peut-être? On n'a pas eu l'occasion de faire du Odoo, pour être franc.
Et puis Odoo déclare assez facilement qu'ils font tout seul, très bien, mieux, machin. Donc, bon, on n'a pas eu trop l'occasion de faire du Odoo, mais il n'y a rien d'impossible là-dessus. Et on fait régulièrement, on fait du Microsoft BC et FNO. Voilà. Après, on a aussi quelques clients qui nous ont fait nous connecter à des outils moins connus, infologiques ou des spécifiques. Voilà. Donc, j'ajouterais ça, c'est que si dans un SI, il y a plusieurs outils de gestion, ou soit plusieurs outils de facturation ou plusieurs outils de RP, on a une valeur ajoutée qui est décuplée. En fait. Je m'explique. Quitte à faire un purchase to pay, s'il y a plusieurs ERP, autant qu'il ne repose sur aucun des ERP en particulier. Et en reposant sur nous, connectés à différents ERP, ça nous permet de déconnecter un ERP quand il prend la retraite et d'en reconnecter un autre quand il y a un nouvel ERP qui remplace un autre ERP et ainsi de suite. Donc, du coup, je le prends plutôt comme une richesse. Ça. On a nos clients historiques avec Quadratus, une solution de Cegid, et qu'il a déconnecté pour passer sur Microsoft BC. La seule brique qu'il a conservée, c'est Strato, avec tout son historique de documents, avec tout son workflow de validation des factures fournisseurs, et il nous a payé quelques jours pour déconnecter de l'un et reconnecter à l'autre. Et on a travaillé avec un nouvel intégrateur, et ça s'est très bien passé. Donc, voilà, j'en parle parce que c'est un des sujets sur la facture électronique, il reste 400 jours pour s'y mettre, pour finir pour septembre 2026. Quand vous êtes une ETI, que vous avez acquis pas mal de sociétés, que vous avez plusieurs systèmes d'information et tout ça, ça peut être un des soucis vous ne pouvez pas vous permettre de faire 12 projets avec 12 purchase to pay différents, avec 12 archivages différents. Et donc, du coup, ça peut être une vraie valeur ajoutée d'être un opérateur multi-connectable à différentes briques du SI. Voilà. Alors, je vais plutôt prendre ma casquette de consultant SAP. Quand je veux tester cette solution-là, elle se plug sur tous les environnements, que ce soit la dev, la cal, la prod, parce que c'est comme tout. Si je veux tester que l'archivage fonctionne correctement, que lorsque je vais générer une facture, que le document soit bien dématérialisé sur le content server et que je veux le visualiser en temps réel, je peux le faire dans n'importe quel environnement. Ouais. Je vais même aller plus loin. Hein. Tu te rends, si tu n'utilises pas nos interfaces extranet, par exemple, tu peux ne même pas te rendre compte qu'on existe. Tu peux avoir l'impression que ça va dans le content server comme ça pourrait aller dans le content comme server. avant. Simplement, en termes de performance, c'est aussi rapide. En termes d'intimité, c'est pareil. Et voilà, donc c'est un mode où on est très discret, en fait, où on est derrière, mais en termes de sécurité, en termes de pérennité et en termes de traçabilité, on est béton. Ce que tu n'as pas avec le SAP Content Server. Donc, voilà, ça c'est une autre valeur ajoutée du truc, c'est que c'est pas une charge supplémentaire de monitoring de l'équipe SAP. C'est même plutôt, tu vois, on a plusieurs clients qui ont abandonné ECC pour passer à S4. D'avoir sorti tous les documents du SAP CS, les avoir mis chez nous, et de couper le CC et de rebrancher les S4ANA, ils ont retrouvé tous leurs documents directement, quoi. Enfin, sans s'en soucier, quoi. Ça faisait pas partie de la migration, en fait. Voilà. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du travail sur une migration data d'un ECC à S4. Il y a beaucoup de travail. Mais en tout cas, cette partie documentaire, tu peux te la soulager en ayant recours. Il ne faut pas nous acheter que pour ça. Mais dans les faits, on facilite. C'est une tâche en moins à faire dans le projet. Si demain je me trouve en avant-vente que le client est super fan de la solution SAP, mais qu'il a des réticences, que ce soit sur du SIM, sur toute autre solution, quel serait l'argument massu, non pas encore une fois pour dire c'est mieux que, parce que ça ne marche pas forcément, pour dire voilà, la solution Strato, c'est celle qui vous convient. Parce que tu ne seras peut-être pas nécessairement là sur l'avant-vente et de se dire, bon, bah. En fait, tu l'as compris, on n'est pas anti-SIEM ou SAP DRC ou machin. On est très complémentaire à ces solutions-là. Donc, de toute façon, tu as besoin de Strato. Tu as besoin de Strato ou d'un de ses confrères compétiteurs, mais tu as besoin de quelque chose
qui archive, ne serait-ce que pour les factures électroniques. Tu as besoin de quelque chose qui garantit la conformité documentaire des documents reçus et envoyés. Okay, donc, tu nous choisis, nous, ou un autre, mais un autre qui assure cette traçabilité documentaire forte. Ouais. Après, Strato, si tu prends plus que l'archivage, tu hésites à prendre le purchase to pay ou la génération des tiers ou la génération des bons de commande, ben ça, c'est un arbitrage entre les standards SAP ou les add-ons historiques payants SAP ou les éditeurs historiques qui faisaient cela, OpenText ou Tungsten ou autres. Voilà, c'est un arbitrage à faire. Et dans l'arbitrage, moi, je pense que les clients qui ont moins de 100 000 factures par an, sortantes entrantes, c'est compliqué de leur vendre plusieurs outils pour traiter ça. Nous, avec un seul outil, un seul loyer, tu as tout dans la même plateforme. Donc, c'est plus simple pour le SMB, SAP, c'est plus simple de nous faire confiance. Maintenant, dans les faits, tout marche. Hein. Je ne vois pas comment on peut se planter en choisissant nous partiellement et les autres à côté, ou même en ne nous choisissant pas. C'est des projets de purchase to pay qui ne marchent pas, j'en connais pas, quoi, en fait. Des projets de purchase to pay pas glamour à utiliser et à entretenir, j'en connais quelques-uns, mais qui ne marchent pas, qui sont des échecs, j'en connais pas. Je mets juste en légende pour que les gens savent, parce que des fois on utilise des acronymes pour purchase to pay. Et aussi SAP SMB pour Small and Mid-Size Business. Ouais. Désolé pour les acronymes, c'est vrai. Non, mais c'est aussi. Alors, pourquoi je pose des questions sur pre-sales parce que c'est comme tout. Si on est sur justement du SMB, c'est plus facile pour un consultant en pre-sales quand il sait éventuellement de quoi il parle. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne peux pas dire je connais SIM parce que j'ai fait une implémentation SIM. J'ai fait du SCARE parce que je l'ai fait avec UPSA. J'ai fait chez SMAG du ITsoft. Donc, après, je ne peux pas forcément dire je ne suis pas un spécialiste de tous les produits qui gravitent autour de SAP dans cette partie-là. Donc, c'est difficile après de dire, hormis si on va à l'USF, de dire bon, bah, vous les avez tous. Vous avez les uns après les autres et vous allez leur demander chacun quels sont les points forts et les points faibles. Sachant que chacun ne dira pas forcément ses points faibles. Mais moi, je trouve toujours pertinent de t'inviter. C'est, je pense que tu es assez transparent et je pense que c'est important. Et dans le discours qu'on tient à chaque fois, c'est on ne critique pas. C'est-à-dire que chacun est à sa place. Après, c'est la concurrence. Hein, donc, si un Esker, il a un super top vendeur, il va peut-être plus le séduire, ou un ITsoft, ou un Strato. Après, peut-être que Strato est peut-être moins connu. Après, c'est aussi. Mais on est moins. Alors, voilà, c'est sûr, on est moins connu, on est plus petit, on n'a pas du tout, on n'est pas coté à New York ou machin. Donc, c'est certain, et je vais pas me prendre pour un autre. En revanche, mais tout en étant plus petit et donc normalement plus fragile ou tout ça, nous on a fait des choses pour qu'on soit capable de prendre des engagements de très longue durée avec nos clients. Et je ne vais pas les répéter, mais globalement, va demander, si nous, on est capable de s'engager sur 10 ans de prix fixe, pourquoi les autres, qui sont très gros, très riches, ne sont pas capables de s'impliquer là-dessus? Eh bien, c'est un choix de management. Nous, on n'a pas d'actionnaire externe, c'est l'équipe et moi qui sommes les propriétaires de la société. Il n'y a pas de levée de fonds, il n'y a pas d'endettement bancaire, on est autonome, indépendant sur nos choix. Et nous, on sait que l'archivage, c'est de la très longue durée. On sait que les clients, ils n'ont pas envie de changer d'archiveur en cours de route. Et pour qu'ils aient aucune raison de vouloir changer, eh bien, on a fait notre devoir et on s'est dit, si on leur donne une bonne qualité de service, une stabilité des prix et qu'on a un super support utilisateur quand ils ont des questions et tout ça, il n'y a aucune raison qu'ils partent. Et combien même ils voudraient partir, par contrat, ils savent qu'ils peuvent partir à date anniversaire de leur contrat. Parce que la réversibilité, elle est auditée chaque année par l'AFNOR chez nous. Donc, voilà. Après, je ne vais pas faire les bons et les mauvais points de chacun. Tu as cité des très bons confrères. Il y a de la place pour beaucoup de gens.
Moi, en fait, ce qui m'importe, c'est que les entreprises qui nous écoutent ou les professionnels qui nous ont écoutés aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent qu'il y a, avec la digitalisation, notamment des documents, pas que les factures, mais notoirement les factures, on ne peut pas se permettre de ne pas gérer les documents dans la durée et de ne pas gérer leur traçabilité, de ne pas gérer leur conformité. Et donc, du coup, vous venez me chercher nous ou les autres, mais il faut absolument que vous ayez une réponse. Vous ne pouvez pas continuer à prendre des risques en laissant ça dans des file systems, dans des blobs, dans des, je sais pas, dans des stockages S3 non redondés. Enfin, c'est pas possible, quoi, en fait. Vous prenez de tels risques de mauvaise manipulation, de piratage, de leak, t'as compris, de copies qui se retrouvent sur le dark web et tout ça. C'est pas possible. On peut pas laisser ces documents en clair. On peut pas les laisser non protégés. On peut pas les laisser modifiables. En prenant un SAE et encore plus en prenant un opérateur SaaS de SAE, vous externalisez cette responsabilité à quelqu'un dont c'est le seul métier. Et s'il n'est pas capable de faire ça, il perd son métier. Et nous, on n'a pas envie de perdre notre métier. On arrive sur la fin. Je pense que pour toutes les personnes qui ont des questions, c'est vrai que tu seras présent à l'USF. Ouais. Je serai présent à l'USF. Donc, n'hésitez pas à aller sur tous les stands. Hein. C'est le lieu justement où vous pouvez aller regarder sur tous les professionnels parce qu'ils seront tous là. On est dans le même registre avec KPC, parce que beaucoup de gens connaissent du Capgemini, du Deloitte, du Accenture, du Visio. Et pareil, KPC, beaucoup de gens se disent c'est une petite ESN, donc on ne fait pas mal notre travail, sauf qu'on est moins connu qu'un Accenture et eux, ils peuvent mettre 500 consultants sur un projet, chose qu'on ne peut pas faire. Donc voilà, quand vous misez sur du Strato ou sur du KPC, c'est le même principe. On est des professionnels. On est plus après sur des tailles d'entreprise qui ne sont pas forcément un EDF parce qu'on n'aura pas les ressources pour le faire. Par contre, sur des entreprises de taille intermédiaire, on apporte de la proximité que vous n'aurez peut-être pas, peut-être que vous l'aurez avec des grands comptes type du Accenture, du Capgemini, parce que je pense que ce soit le DG, il connaît tous les membres de ses équipes et je ne suis pas sûr que ça très gros quand tu as 500 consultants sous ta responsabilité, tu connaisses le prénom de tous tes consultants. Je partage tellement ce que tu viens de dire. J'ai même écrit un post récemment là-dessus en disant que voilà, il y a différentes tailles de ESN. Il y a les très grosses, les moyennes et les petites. Et moi, j'ai plutôt fait des ESN et plutôt petites. Et le grand plaisir, c'est que tu connais chacun de tes consultants, tu sais exactement sa valeur, ses limites et ses qualités. Et voilà. Et heureusement, il existe aussi des très grosses structures pour faire des très gros projets que les petites ne sauraient pas faire. Pas par manque de savoir, mais par manque de bras, en fait, et de cerveau, disponibles pour le faire. Donc, heureusement qu'il y a une diversité et une complémentarité des tailles d'équipe. Et je dirais un autre truc, c'est que les petites structures ne peuvent pas tellement se permettre l'échec, en fait. Elles font toujours l'extra mile pour que ça réussisse. Et c'est un peu faux cette idée de on ne pourra pas m'en vouloir, j'ai choisi Accenture. Si, on peut t'en vouloir. Tu peux choisir Accenture et louper ton projet et on peut t'en vouloir. Parce que louper un projet, ce n'est pas que la faute de l'intégrateur. C'est aussi un peu la faute du client, souvent. C'est comme un divorce, tu sais, c'est toujours la faute un peu des deux. Bon, sauf si tu voilà, mais bon, après, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais je pense qu'honnêtement, que ce soit Strato ou KPC, on est des solutions qui sont… Alors, on n'est pas franco-français, justement. On est sur l'Europe. Si même vous êtes une filiale d'un grand groupe au Brésil, après, il faut connaître le marché brésilien. Après, c'est juste ça. Et la réglementation de chaque pays n'est pas nécessairement la même. Mais si vous avez des projets dans le monde, on vous accompagne. Alors après, moi, je ne peux pas parler pour Strato, mais pour… Alors, ouais, pour moi, il y a deux choses à prendre en compte. Tu peux nous envoyer des flux ou consulter des flux partout dans le monde. C'est juste que l'archivage, lui, il est fait en France et que notre certification, elle est plutôt française dans l'état actuel des choses. Mais il y a une EDAS 2 qui arrive avec les services qualifiés d'archivage.
Et nous, dès qu'on pourra le faire, on postulera à être un service qualifié. Et donc, on sera reconnu comme étant capable de sécuriser les documents de toute l'Union européenne. Voilà. Donc, ça, voilà, il faut suivre ce dossier. Mais enfin, on va se dire les choses. Des sociétés sur les 4 millions de sociétés qu'il y a en France, des sociétés qui font un archivage propre par elles-mêmes ou avec un opérateur, il y en a très très peu. Le marché qui est devant nous, il est immense en fait. Et que tu sois même une TPE ou un grand groupe du CAC 40, moi je connais plein de grands groupes du CAC 40, ou en tout cas des départements de ces grands groupes, où il n'y a pas d'archivage propre fait. Donc voilà. Faut venir à l'USF et poser toutes vos questions, parce que je pense qu'il ne faut pas attendre une migration ou une conversion pour se préoccuper des sujets, quels qu'ils soient, que ce soit de l'archivage ou d'autres sujets que j'ai pu évoquer avec Renaud Alves pour la solution ADRC. Parce que voilà, on a aussi Renaud qui a participé avec moi à un live. Et donc, vous avez un certain nombre de super spécialistes en France. N'hésitez pas à les solliciter. Ils sont disponibles, ils parlent français, ils sont français. Donc, voilà, on peut être petit et fort. Exactement. Exactement. Je vous remercie tous. Merci. Et je te dis à très bientôt. De toute façon, Marc, on se voit à l'USF. Ouais. OK. À très bientôt. Merci à vous. Bonnes À vacances bientôt. pour ceux qui prennent des vacances au mois de juillet ou d'août. Bonnes vacances à tous. Yes.